Il y a des week-ends où le monde se repose, reprenant son souffle après tout ce qui s'est passé pendant la semaine. Et il y en a d'autres où l'on comprend que le monde s'est à nouveau renversé. Eh bien, nous venons de vivre exactement un week-end comme celui-là. Deux grands sujets ont atteint leur apogée au cours des dernières 48 heures. C'est comme si ce n'était pas lié, mais en réalité, c'est étroitement lié. C'est l'île de Karg dans le détroit d'Ormuz. Le programme de construction conjointe de drones entre l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique. Quel rapport entre l'un et l'autre, me demanderez-vous? Mais quel rapport la chute d'une pomme sur la Terre, le ressac dans l'océan et le mouvement de la Lune autour de la Terre ont-ils entre eux? Le rapport est direct. Mais il a fallu qu'Isaac Newton apparaisse pour dire « Eureka ». Eh bien maintenant, c'est à nous de dire « Eureka ». Commençons par l'île de Karg. Le bombardement de Karg et la levée des sanctions sur le pétrole russe sont deux aspects d'un même coût énergétique. Et ensemble, ils créent ce fameux chaos contrôlé dont nous parlons dans cette vidéo. Qu'est-ce que Karg et pourquoi a-t-il été bombardé? Karg n'est pas simplement un point sur la carte, c'est le principal terminal d'exportation de l'Iran. Jusqu'à 90% des exportations de pétrole iranien y transitent. C'est pourquoi on l'appelle la couronne, le centre de l'économie pétrolière du pays. L'attaque américaine contre Karg ciblait officiellement des objectifs militaires, notamment la défense aérienne, des entrepôts, des positions de missiles et des mines. De plus, Donald Trump souligne que l'infrastructure économique, les terminaux et les réservoirs n'ont pas encore été touchés. Cela crée un double effet. Les militaires montrent à l'Iran que même son site le mieux protégé est vulnérable. Deuxièmement, psychologiquement et pour le marché, le monde sait qu'une frappe sur les installations pétrolières ferait s'effondrer les exportations iraniennes, d'où la flambée des prix. Le pétrole dépasse $100 le baril avec une hausse de plus de 40% depuis le début de la guerre. Parallèlement, à l'autre bout de la carte, les États-Unis assouplissent temporairement les sanctions contre le pétrole russe, mais de manière très ciblée. Il s'agit de millions de barils déjà bloqués en mer, qui sont désormais autorisés à être vendus. Cela vise à stabiliser le marché mondial. Scott Besson souligne que cette mesure est limitée, de courte durée, et elle n'apporte pas à la Russie un avantage financier significatif. Mais en réalité, cela représente un apport supplémentaire de volume. Précisément au moment où le marché est effrayé par les frappes sur Karg et le blocus d'Ormuz. La combinaison se présente ainsi. D'abord la guerre, le blocage du détroit, le bombardement des installations militaires à Karg, et la peur que demain, ce soient déjà les terminaux qui prennent feu. Et ensuite l'opération de sauvetage de Washington. Faire baisser partiellement le pétrole russe, relâcher, lui permettre de vendre. En plus, libérer la réserve stratégique pour faire baisser le prix. Bien sûr, la réserve, naturellement, la réserve à la russe. Oui, stratégique, ça c'est américain. Au final, l'Iran est encerclé. Son nœud énergétique est sous la menace. Ormuz est en semi-blocus, des menaces de tous les côtés. La Russie reçoit un respirateur temporaire sous la forme de livraisons autorisées de pétrole déjà extrait. Les États-Unis montrent à leurs alliés que seuls peuvent bombarder simultanément le nœud clé de l'ennemi et contrôler le marché. Avec la décision sur les sanctions. Et c'est ici que le principal nœud de l'intrigue apparaît pour la Russie. En ce moment, la Russie est face à un véritable dilemme. Si elle vend ce pétrole et réduit ainsi une partie de la pression sur les prix, elle tue alors l'idée iranienne d'étrangler l'Occident avec du pétrole cher, pour le forcer à arrêter l'offensive contre l'Iran. Mais en même temps, Moscou a déjà accumulé là-bas environ 120 à 130 millions de barils de pétrole qui sont stockés dans des pétroliers en mer. C'est un coût colossal. Si la Russie décide de ne pas vendre de pétrole afin de soutenir ainsi l'Iran, son ami, son partenaire, elle porte un coup à sa propre économie. Elle ne reçoit pas d'argent, perd des marchés et subit plus de pression interne. Et aider l'Iran dans ce moment critique, cela signifie faire soi-même de sérieux sacrifices. Que pensez-vous que Moscou choisira? Il faut tout de suite vous faciliter la vie. Moscou a déjà choisi, la Russie a déjà fait sa part. Elle vend du pétrole, et elle agit dans son propre intérêt, même si cela signifie rompre de fait l'union énergétique avec l'Iran. Et un coup porté à sa stratégie de pression sur l'Occident. Les amis, le monde est de nouveau au bord du gouffre. Il semble que nous soyons à l'aube de la combinaison la plus imprévisible de la politique mondiale de ces dernières années. La Russie, les États-Unis, l'Iran, Israël, tout est entremêlé. Si étroitement qu'une seule décision présidentielle peut faire exploser le marché de l'énergie et redessiner la carte du futur.
C'est pourquoi les États-Unis, en aidant la Russie, renforcent en réalité leur propre position dans le jeu du Moyen-Orient. Et à la fin de cette vidéo, vous entendrez un détail qui peut tout expliquer. Mais nous en parlerons un peu plus tard. Je vous promets, vous serez surpris. La guerre contre l'Iran. Le 28 février, le monde s'est réveillé sous le choc. Le guide spirituel de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, est mort. Selon les données officielles, il s'agit d'un arrêt cardiaque soudain. Des sources non officielles évoquent une attaque planifiée par les États-Unis et Israël. Quelques jours plus tard, le pouvoir revient à son fils, Majtaba Khamenei. Un homme dur, méfiant, et élevé dans l'idée que l'Iran n'a pas le droit de céder un seul pouce à l'Occident. La première décision du nouveau dirigeant de fait du pays est le blocus du détroit d'Ormuz. Ceux qui connaissent à la géographie comprennent que c'est la gorge de l'artère pétrolière de la planète. Bloquer Ormuz, c'est couper près d'un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole. C'est un défi lancé au monde entier. Et voilà que Al Jazeera, BBC et d'autres médias mondiaux annoncent pour des frappes massives sur l'île de Karg. À ce même cœur pétrolier de l'Iran. L'Iran répond fermement. Nous n'avons pas demandé de cesser le feu et nous n'avons pas l'intention de reculer. Nous sommes prêts à nous battre aussi longtemps qu'il le faudra. Qu'il soit vrai ou non, nous le saurons bientôt. Sans s'engager officiellement dans une guerre à grande échelle, Washington obtient la possibilité d'affaiblir l'Iran, de l'entraîner dans des conflits épuisants et en même temps de renforcer son influence dans la région. Mais il y a des problèmes. Les prix du pétrole. Ils s'envolent. Tout le monde craint un choc pétrolier, ce qui signifie que la pression politique augmente. Le choc pétrolier et la décision de Trump. Chaque nouvelle salve sur Karg, c'est quelques dollars de plus par baril. Chaque explosion sur la côte iranienne, c'est 1000 nouveaux gros titres sur la panique pétrolière. Dans les premiers jours de mars, le prix du baril de pétrole s'envole et dépasse les 130 $. Le marché était fébrile, la bourse tremble, l'Europe panique. Plus de 120 millions de barils de pétrole russe sont bloqués en mer, sous sanctions, sans acheteurs. Des tankers attendent au mouillage, les uns après les autres, sans savoir où aller, et soudain, un décret est publié. Donald Trump suspend une partie des sanctions sur les livraisons d'énergie russe. Le monde accepte. Comment lever les sanctions contre la Russie alors que la guerre en Ukraine continue et que celle avec l'Iran débute? Mais si l'on regarde de plus près, cette décision s'avère froidement rationnelle. Elle vise à sauver l'économie mondiale et, avant tout, celle des alliés des États-Unis. Les Américains autorisent le pétrole russe non par sympathie pour Poutine, mais à cause de lui. Ils savent que sans ces volumes, le marché mondial ne tiendrait pas. C'est une opération chirurgicale délicate sur le corps vivant de l'économie mondiale. Le ministre des Finances américain, Scott Bessent, affirme que c'est une mesure temporaire et ciblée, que la Russie ne tirera pas grand profit et que tout est sous contrôle. Mais qui croit encore aux mesures temporaires aujourd'hui? Surtout quand des milliers de milliards de dollars et le destin de pays entiers sont en jeu. Les dirigeants européens parlent de saper le régime de sanctions, d'envoyer un mauvais signal à Moscou. L'Allemagne accuse les États-Unis de trahir leurs principes. Dans ce cas, la France exige une discussion d'urgence. Donald Trump répond très calmement, cela aide à maintenir les prix sous contrôle. Alors ne me remerciez pas. À première vue, tout semble logique, mais les analystes voient en déjà plus loin. Cette décision change l'équilibre même de la guerre et de la pression. L'Amérique donne à la Russie une bouffée d'air économique, mais en échange d'une coopération informelle et d'une prévisibilité dans le bloc énergétique contre l'Iran. Les États-Unis stabilisent le marché, l'Iran perd ses derniers leviers de pression. Et la Russie obtient un répit, petit mais stratégiquement important pour elle. Les amis, si vous avez regardé jusqu'à ce moment, cela signifie que vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe, et non pas se contenter des gros titres et des clichés. Voilà pourquoi je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche. Pourquoi est-ce si important? Parce que YouTube n'aime pas l'analyse. Il n'aime pas l'analyse politique. Sans votre activité, ces vidéos ne sont tout simplement pas montrées à ceux qui en ont vraiment besoin. Votre like, commentaire et abonnement ne sont pas qu'un simple bouton, c'est un signal. Les gens ont besoin d'une analyse, pas de propagande. En soutenant la chaîne, vous nous aidez à rester indépendants. Sans sponsor, sans directive et sans filtre. Et des sujets encore plus sensibles nous attendent. Les accords secrets de Donald Trump, le rôle de la Chine dans cette partie énergétique et pourquoi l'Europe aujourd'hui? Eh bien, probablement dans la position la plus faible qu'elle ait connue depuis, disons, les 30 dernières années. N'allons pas plus loin. Mais cela sera probablement abordé dans les prochaines émissions. Que cela signifie-t-il pour l'Ukraine?
Maintenant, abordons ce qui inquiète beaucoup d'entre vous, l'Ukraine. Le ministre de la Défense allemand l'a dit clairement, la Russie disposera désormais de plus d'argent. Il a raison, bien sûr. La levée des sanctions sur le secteur énergétique, même temporairement, donne à Moscou des ressources. Et une ressource, c'est une arme. C'est la possibilité de tenir le front, de payer les militaires, d'acheter des munitions, de rassembler de nouvelles forces. Le seul levier de pression sérieux que l'Occident avait ces 2 dernières années s'affaiblit. Alors, les États-Unis. Des sanctions sont levées, le pétrole coule à nouveau, la Russie reprend souffle, l'Iran est pris en étau. Cela ressemble à du chaos. En réalité, comme nous l'avons déjà dit, il s'agit d'un chaos contrôlé. Si vous demandez qui a gagné, la plupart diront « Eh bien, probablement la Russie, parce qu'elle a reçu plus d'argent ». Non, messieurs, ce n'est pas la Russie. En réalité, c'est le chef d'orchestre mondial qui l'emporte. Chaque jour de guerre dans la région renforce la position de l'Amérique, pas celle de l'Iran. La seule question est le prix à payer. Les marchés se stabilisent, mais le monde devient encore plus dépendant des décisions d'un seul centre. Le véritable gagnant, c'est celui qui a appris à gagner de l'argent grâce au chaos. Celui qui contrôle les flux d'argent, de pétrole, d'informations, plutôt que les chars. Celui qui anticipe la crise en l'intégrant à son scénario, au lieu de seulement réagir. Et c'est ici que nous arrivons à la conclusion la plus désagréable. La levée des sanctions sur le pétrole russe n'est ni un geste de bonne volonté, ni une faiblesse. C'est un coup dans une partie bien plus vaste. Les États-Unis font baisser les prix tout en sauvant leur propre économie. Ils affaiblissent l'Iran en lui retirant son principal atout énergétique, et en même temps, ils laissent à la Russie assez d'oxygène pour ensuite négocier avec elle en position de force. C'est précisément cet effet triple qui constitue le grand plan. Un plan dans lequel l'Ukraine, l'Iran, l'Europe et même la Russie ne sont pas des joueurs, mais des pions. Et le véritable joueur est assis à la table et fait bouger les prix du pétrole, comme des pions sur un échiquier. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que nous connaissons déjà le nom de ce joueur. Regardez comme tout est lié. Le blocus d'Ormuz, le bombardement de l'île stratégique, la panique pétrolière, puis soudainement le sauvetage, sous la forme de la levée des sanctions. Messieurs, ce n'est pas une suite de hasards. C'est une succession de manœuvres soigneusement réfléchies, où chaque explosion et chaque décret ont de la valeur parce qu'ils servent la même partie. Une partie de contrôle sur l'énergie et la peur. Regardez comme tout est lié. Le blocus d'Ormuz, le bombardement de l'île clé, la panique pétrolière, puis un sauvetage soudain sous forme de levée des sanctions. Ce n'est pas une suite de hasards. C'est une succession de coups où chaque explosion et chaque décret servent la même partie. Une partie de contrôle de l'énergie et la peur, et maintenant regardez comme cela s'accorde étonnamment avec un autre sujet. Un sujet appelé les drones. Quel rapport, me demanderez-vous, un engin volant sans pilote peut-il bien avoir avec la grande politique ? Lorsque Zelensky a tenté de vendre à Washington l'idée que l'Ukraine protégerait vos bases et ambassades contre les drones iraniens en disant que nous avons l'expérience du combat et la technologie, la réponse de la Maison-Blanche a été une gifle. Trump a publiquement tranché. La dernière personne dont nous voulons l'aide, c'est Zelensky. Nous avons déjà les meilleurs drones du monde. Nous n'avons pas besoin de l'aide de l'Ukraine. Alors que Volodymyr Zelensky, un homme sans aucun doute talentueux dans la mise en scène, le jeu d'acteur et la capacité à travailler avec le public, ne comprend étonnamment pas la psychologie, la politique et les relations. N'était-il pas évident que pour Trump, qui a déclaré au monde entier qu'il avait déjà gagné et qu'il ne restait pratiquement rien de la résistance iranienne, il serait maintenant embarrassant d'admettre qu'il avait demandé de l'aide à quelqu'un pour se protéger ? C'était le summum de l'incompréhension des relations internationales, de la diplomatie et de la nature de ses interlocuteurs. Mais il y avait aussi, bien sûr, les relations personnelles de Trump avec Zelensky, alors que Trump avait déclaré que les États-Unis avaient en fait vaincu l'Iran, que les frappes américaines auraient en soi-disant neutralisé 90%, voire plus, du potentiel militaire iranien et qu'il n'y avait plus de menaces sérieuses. Dans cette logique, conclure un accord majeur avec l'Ukraine pour protéger les ambassades américaines et la base contre les drones iraniens aurait été purement politique. Je ne sais même pas un suicide, évidemment. Autodémasquage. Si tout a été si bien neutralisé, contre qui doit-on alors protéger l'ambassade ? Et pourquoi tout à coup, sans les drones ou technologies ukrainiens ou étrangers, nous ne pouvons pas nous en sortir ? Un tel accord aurait montré que Washington n'était pas prêt pour une guerre avec l'Iran, que les capacités iraniennes subsistaient et que les États-Unis redoutaient encore de nouvelles frappes.
Eh bien, soit l'Iran ne représente déjà plus une menace militaire, auquel cas les accords anti-drones ne sont plus du tout nécessaires. Soit la menace est réelle, et alors les déclarations sur 90% des capacités neutralisées relèvent de la rhétorique politique, et non d'une description de la réalité. Tout cela s'est traduit par une déclaration disant que nous n'avons pas besoin de drones, que nous sommes nous-mêmes très puissants et que la dernière personne dont nous aurions besoin d'aide, vraiment la toute dernière, c'est ce Zelensky. Pour Zelensky, cet accord sur les drones est presque sa dernière occasion d'attirer l'attention. Puisque vous écoutez, vérifiez que vous êtes d'abonnés. Si la cloche n'est pas activée, YouTube décidera que cela ne vous intéresse pas, et ensuite l'algorithme pensera à votre place. Comme on le sait, l'algorithme n'est pas très intelligent. Bon, vous avez cliqué, alors on continue. L'histoire américaine de l'Ukraine ne commence pas avec les drones, bien sûr, mais avec des promesses. Des promesses de démocratie, de réforme, d'intégration euro-atlantique, du rôle d'avant-poste de l'Occident contre la Russie. L'Ukraine a payé pour cela. Par sa souveraineté, sa capacité de décision, des conflits internes, la guerre sur son propre territoire. Depuis 2014 et surtout après février 2022, la dépendance envers les États-Unis devient de plus en plus profonde. Des crédits, une aide militaire, un soutien politique, des paquets de sanctions, une couverture diplomatique. Mais dès le début, il y avait une asymétrie fondamentale dans ces relations. Washington a toujours considéré l'Ukraine comme un instrument et non comme un partenaire à part entière. On pouvait louer l'Ukraine, la plaindre, l'utiliser, mais pas l'écouter, pas comme un égal. Le Parti démocrate des États-Unis a carrément décidé que l'Ukraine était son fief personnel, où il pouvait blanchir sans retenue et sans fin des centaines de millions de dollars, tout en donnant des ordres à la direction de l'Ukraine indépendante, qui embauchait, qui renvoyait, qui nommait ministre et qui autorisait à s'approcher du pouvoir. L'Ukraine est un partenaire de l'Amérique, mais elle n'aurait jamais osé dire cela aux États-Unis, car ce serait considéré comme une ingérence dans les affaires internes. Ce qui est permis à Zeus ne l'est pas toujours au taureau. Après le début de l'invasion à grande échelle, le 24 février 2022, ce sont précisément les États-Unis qui sont devenus le principal fournisseur d'armes, de renseignements et d'argent. Dans cette logique, l'Ukraine est un terrain d'essai. On ne demande pas l'avis d'un terrain d'essai, on ne consulte pas un terrain d'essai, on ne le consulte pas, on l'utilise. Cependant, un élément de cette construction n'a pas suivi le plan. L'Ukraine, de façon inattendue pour la plupart, est devenue l'un des centres mondiaux de la guerre des drones. Des milliers de développements artisanaux et semi-artisanaux, une réduction massive des coûts des systèmes d'attaque, un hybride de structures militaires et de bénévoles, tout cela a créé un phénomène. Un pays sans grande industrie de défense classique s'est soudainement mis à dicter de nouvelles règles de combat. Disons à un niveau bas, un drone tactique coûtant quelques centaines de dollars, qui détruit du matériel de guerre électronique valant des millions. Des ingénieurs sont apparus soudainement sur le terrain d'entraînement et ont commencé à réfléchir seuls. C'est, comme vous le comprenez, un mauvais scénario pour ceux qui ont l'habitude de commander. Personne n'aime les gens qui pensent par eux-mêmes. À Washington, cette histoire a été perçue comme un effet secondaire utile. L'expérience ukrainienne pouvait être étudiée et exploitée par des spécialistes. Sur fond de guerre qui s'éternise, alors que le front s'est stabilisé et que la lassitude de l'Occident est devenue évidente, Zelensky et son équipe ont trouvé un nouvel argument. Transformer le succès des drones en un contrat politique et commercial avec les États-Unis. C'était très malin, une excellente idée. La logique, comme on dit, était simple. L'Ukraine affirme « Nous dominons les drones sur le champ de bataille ». Consolidons cela de façon stratégique. Créons un programme commun pour produire des millions de drones par an pour des dizaines de milliards de dollars. Une part ira à l'Ukraine, l'autre aux États-Unis et alliés. Nous fournirons notre expérience et flexibilité, vous l'argent, l'infrastructure et l'accès au marché. Ensemble, nous serons le centre mondial de l'industrie des drones. Ça sonne bien. Sur le papier, c'est presque un contrat de mariage. En réalité, c'est la tentative d'un pays totalement dépendant de son partenaire de soudain dire « Et maintenant, nous aussi, nous décidons de quelque chose ». Pour Zelensky, un tel méga-accord résolvait immédiatement plusieurs problèmes, charger économiquement l'industrie ukrainienne et obtenir des garanties d'influence afin de ne pas vivre uniquement de subventions et de crédits. Militairement, il s'agissait de lier les États-Unis au progrès ukrainien sur les drones pour empêcher Washington de se désengager si l'intérêt pour la guerre disparaît. Politiquement, il s'agissait de montrer que Kiev n'est pas qu'un quémandeur, mais aussi un partenaire présenté comme indispensable, sans qui les États-Unis peineraient dans ce nouveau type de guerre. Parallèlement, une nouvelle crise éclate. L'attention se déplace vers l'Iran et le Moyen-Orient.
Les bases américaines et alliées subissent des attaques de drones et missiles. La défense anti-drone, autrefois théorique pour Washington, est désormais un casse-tête quotidien. Pour Volodymyr Zelensky, c'est une opportunité idéale. Vous avez un problème avec les drones iraniens et nous pouvons vous aider. Prenez notre expérience, nos groupes de spécialistes, nos systèmes et faisons-en un grand accord à long terme. Kiev déclare être prêt à envoyer des équipes de drones dans les pays du golfe de Berezinski, se vante du nombre de drones interceptés et propose une coopération technologique. L'Ukraine dit à Washington « Nous ne faisons pas que demander, nous pouvons aussi aider. Nous ne sommes pas seulement des patients, mais aussi des médecins. » Dans ce contexte, la phrase de Trump résonne. La dernière personne dont nous avons besoin d'aide, c'est Zelensky. Nous n'avons pas besoin de l'aide de l'Ukraine, nous avons déjà les meilleurs drones au monde. Cette formulation a deux niveaux, mesdames et messieurs. Le premier est personnel, une marque de rapprochement envers un leader précis, comme pour dire « Certains méritent notre écoute, mais Zelensky est tout en bas de la liste. » Littéralement le dernier. C'est un signal pour le public interne et les élites. Je ne dépends pas de cette personne, il ne représente rien pour moi. La deuxième couche est systémique, refus de voir l'Ukraine comme acteur technologique. Trump aurait pu dire « Merci pour l'expérience, nous en tiendrons compte ». Et en même temps, il n'aurait pris aucun engagement. Mais il choisit une autre forme, il crée lui-même l'idée de l'aide ukrainienne à l'Amérique. Le message est le suivant. Les États-Unis n'ont pas besoin des drones ukrainiens comme d'un élément vital de leur défense. L'Ukraine peut servir de terrain d'essai, d'image dans les actualités, mais pas de partenaire qui, connaissant sa nature, commencera immédiatement à dicter ses conditions. Le charme de la situation vient du fait que l'Ukraine ne peut pas réagir fermement. Toute réaction brusque, toute allusion à une offense risque de saper un soutien déjà épuisé. Soit ils font semblant que rien de grave ne s'est passé, soit ils parlent d'un malentendu, d'une formulation maladroite, en insistant sur le fait que l'essentiel est la coopération pratique. Traduction du langage diplomatique. On nous a humiliés publiquement, mais nous allons faire comme si de rien n'était, car nous n'avons pas d'autre source d'oxygène. La dépendance, après tout, reste. La 4e année de la guerre à grande échelle. La guerre à grande échelle. L'Ukraine survit grâce à l'aide extérieure, des livraisons d'armes jusqu'au transfert direct d'argent dans le budget. Quand tu dépends de quelqu'un qui déclare publiquement que tu es le dernier dont il a besoin d'aide, cela crée une hiérarchie très stricte. Tout en haut, il y a les États-Unis, en dessous, les alliés, encore plus bas, les clients. Et tout en bas, ceux qu'on peut humilier sans conséquence et même gagner des points politiques grâce à cela. Néanmoins, l'idée d'un méga accord sur les drones continue de séduire Kiev. Pour les autorités ukrainiennes, c'est une chance de consolider leur place dans la nouvelle architecture militaire, de devenir en quelque sorte un second Israël, un fournisseur de technologie et d'expérience de combat contre argent et garantie de sécurité. Mais la différence est fondamentale. Israël a bâti ses relations avec Washington sur des décennies, en s'appuyant sur un puissant lobby, sa propre base technologique et la capacité de dire non sur des questions clés. Mesdames et messieurs, notre chaîne propose un niveau fermé spécial pour ceux qui non seulement regardent, mais soutiennent aussi. Pour les sponsors. Cela commence à environ 4 $ par mois. Des vidéos spéciales y sont publiées. Une partie du contenu leur est exclusivement dédiée. Une autre apparaît d'abord là-bas, puis devient accessible au public sur la chaîne principale. Là-bas, je peux ajouter encore plus de détails, de chiffres, de noms et de formulations directes qu'en général sur YouTube. Si cela ne vous suffit pas, regardez sous la vidéo, un bouton s'y trouve. L'histoire des drones est en réalité une histoire de dépendance. Tant que l'Ukraine reste totalement dépendante du système militaire et financier américain, tout programme commun sera construit selon un seul principe. L'un commande, l'autre remercie. Merci de m'avoir écouté. Merci de ne pas m'oublier, revenez me voir.